Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué l'Arabie Saoudite comme un pays clé qui pourrait jouer un rôle important dans la redéfinition de la Palestine. Mais l'Arabie Saoudite se centre sur la Cisjordanie et a abandonné tout espoir de retrouver un jour Gaza. C'est là qu'intervient le Qatar. Malgré sa petite taille de 11 500 km², sa population de 2,4 millions d'habitants, le Qatar regorge de ressources énergétiques et se classe au premier rang des plus grands exportateurs de gaz naturel au monde. À bien des égards, le modèle du Qatar peut faire penser à celui de l'Arabie Saoudite que j'ai beaucoup évoqué en vidéo, que ce soit par son islam wahhabite qu'ils ont en commun, les réformes libérales avec parcimonie qu'ils ont entamées dans les années 90, donc même avant l'Arabie Saoudite, et le Qatar a investi aussi énormément pour améliorer sa communication et son soft power. On peut citer Al Jazeera, mais aussi la Coupe du Monde de 2022 ou les nombreux achats de propriétés en France et ailleurs dans le monde. C'est aussi un proche allié des États-Unis, un allié naturel même, puisqu'il s'opposait au mouvement baathiste en Syrie et en Irak. Le Qatar est aussi souvent perçu comme un vecteur de troubles dans la région, mais aussi en Europe, troubles desquels il tirait ensuite parti, en soutenant des oppositions islamiques et en faisant progresser le wahhabisme. Le Qatar a soutenu les printemps arabes à partir de 2011, en Syrie, en Tunisie, en Égypte, où il a soutenu les frères musulmans, et en Libye, où il a envoyé ses mirages combattre les forces libyennes de Kadhafi. Il est aussi très proche de la Turquie, avec laquelle il converge dans sa politique internationale, et la Turquie a également été vitale pour soutenir le Qatar lors de la crise de 2017 et du blocus qui avait été imposé au Qatar par les pays du Golfe. On a dit que la question palestinienne dans son ensemble était aujourd'hui récupérée par l'Iran et ses proxys, pour des raisons géostratégiques de confrontation avec les États-Unis et Israël. Mais si l'Iran est largement pointé du doigt, ce n'est presque jamais le cas du Qatar, qui est tout autant, voire plus, un vecteur de déstabilisation de la région, et il y a une raison à cela. Les administrations américaines successives, qu'elles soient démocrates ou républicaines, ont toujours vu dans les relations entre le Qatar et les groupes islamiques un moyen de répondre à leurs objectifs au Moyen-Orient. Le dernier objectif majeur étant la déstabilisation de la Syrie et la tentative de destruction du régime baathiste de Bachar al-Assad. Ce soutien au Qatar est cependant à double tranchant, et le problème se pose quand certains groupes qui bénéficient de ces arrangements se retournent contre les intérêts américains, comme ça a été le cas avec l'Irak, qui a failli sombrer face à l'État islamique, mais aussi contre Israël, qui doit faire face régulièrement depuis une bonne dizaine d'années au Hamas, dont les principaux cadres sont hébergés à Doha. Vous êtes sur Terra Bellum, et aujourd'hui nous allons parler du Qatar, de son rôle, de sa vision stratégique et de la politique de dupes qui est en cours au Moyen-Orient. Je rappelle que votre soutien est très important pour la chaîne. Il arrive que certaines vidéos soient limitées par YouTube quand le sujet est jugé un peu trop sensible, et ça arrive hélas régulièrement en géopolitique, ce qui fait en sorte qu'elles sont mal répertoriées et parfois même pas vues par nos propres abonnés, alors qu'une vidéo en moyenne nécessite plus d'une bonne dizaine d'heures de travail. C'est pourquoi, pour bien référencer nos vidéos, vos commentaires sont importants, votre j'aime et votre partage, c'est gratuit et ça nous soutient énormément puisqu'on dépend essentiellement de notre audience. Pour ceux qui veulent en faire plus, on en parle en fin de vidéo. Bon visionnage à tous. Commençons par le rôle du Qatar vis-à-vis de la Palestine, c'est ce qui est le plus médiatisé en ce moment. On va prendre les choses dans l'ordre. Le 28 novembre, le directeur de la CIA et le chef du Mossad ont rencontré le Premier ministre qatari à Doha. L'objectif était de discuter des moyens de consolider le cessez-le-feu qui était en cours pour libérer davantage de prisonniers. La pause de 4 jours dans les combats a donc été prolongée de 2 jours avant la nouvelle reprise des combats, et cela a permis de faire de nouveaux échanges de prisonniers. Le Qatar est un interlocuteur essentiel pour libérer tantôt les prisonniers israéliens qui ont été pris le 7 octobre, mais aussi les prisonniers palestiniens qui étaient détenus par Israël. Ce n'est pas la première fois que Doha joue ce rôle, puisqu'il a déjà contribué à l'établissement de cessez-le-feu lors des précédentes guerres de Gaza. Le Qatar a aussi collaboré avec Israël et les États-Unis pour fournir une aide financière au territoire palestinien, principalement à Gaza et par conséquence au Hamas. La question palestinienne et ses acteurs évoluent depuis la fin des années 40. On pourrait même dater le soutien officiel du Qatar à environ 2012, c'est-à-dire quand l'émir du Qatar se rend en visite diplomatique pour la première fois à Gaza auprès du Hamas qui était alors au pouvoir dans la bande depuis 2006. Le Qatar est devenu le principal soutien financier de Gaza. Il prend notamment en charge la reconstruction des infrastructures après les frappes israéliennes, la fourniture de carburant, les aides sociales, les salaires de fonctionnaires du Hamas et in fine a même une bonne part de contrôle sur la bande de Gaza si on s'en tient au dicton qui finance contrôle.
C'est d'ailleurs intéressant de constater que le Qatar et l'Iran s'approprient la bande de Gaza et le Hamas, tandis que l'Arabie Saoudite, elle, essaye de noyauter la Cisjordanie et l'autorité palestinienne, comme on en a parlé dans notre précédente vidéo. C'est là déjà qu'on remarque que la question palestinienne finalement ne concerne plus tant les Palestiniens en eux-mêmes, mais a été appropriée par d'autres intérêts, d'autres rivalités entre puissances qui se confrontent sur le théâtre palestinien. Cela sous le regard états-unien et israélien, qui s'ils ne tolèrent pas l'ingérence iranienne en Palestine et s'opposent même militairement à l'influence des proxys iraniens en Irak, en Syrie, au Liban ou au Yémen, ils se montrent plus ouverts au dialogue avec le Qatar, qui est pourtant, et probablement, le financier majeur du Hamas et d'autres groupes islamistes sunnites. La question palestinienne est devenue aujourd'hui un jeu de dupes. Le Qatar s'immisce dans la politique palestinienne, agit en mécène dans la bande de Gaza, officiellement pour fournir de l'aide humanitaire, officieusement pour contribuer au maintien et au renforcement des positions du Hamas. Tout le monde le sait depuis des années, personne ne réagit et les confrontations avec Israël se multiplient. Le nombre de victimes civiles au milieu de tout ça s'agrandit et la bande de Gaza en tant que territoire palestinien souverain est condamnée à terme. Les objectifs israéliens étant, comme l'a rappelé Netanyahou, une occupation totale de la bande. En soutenant le Hamas, le Qatar fait aussi un pied de nez à ses rivaux. Les pays arabes du Golfe, Oman, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, ont normalisé leurs relations avec Israël ces dernières années. Plus récemment, l'Arabie Saoudite et Israël étaient aussi en négociation en vue d'un accord de paix, accord torpillé par la guerre déclenchée le 7 octobre. Torpillé donc par qui? Le Hamas, l'Iran, le Qatar ou les trois à la fois. Qatar, États-Unis, Israël, Arabie Saoudite, Iran, Hamas, pour ne citer que les principaux. On se demande donc qui essaye de duper qui et qui tirera le plus d'intérêt de ce bain de sang. Mais éloignons-nous de la Palestine et revenons sur le rôle du Qatar en général. Outre le Hamas, Doha entretient des liens étroits avec des sections des frères musulmans dans tout le Moyen-Orient, des groupes rebelles syriens, des factions islamistes en Libye, mais aussi les talibans afghans. Après les soulèvements du printemps arabe de 2011, le Qatar, avec la Turquie, a soutenu les factions de la confrérie des frères musulmans qui ont été élus au pouvoir, même brièvement comme en Égypte et en Tunisie, et c'est pour cette raison que l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Bahreïn ont imposé un blocus au Qatar en 2017. Une crise qui s'est terminée début 2021 grâce au soutien de la Turquie qui a mis en échec le blocus et la médiation du Koweït et des États-Unis qui ont rendu ce service au Qatar qui leur est bien utile. Mais pourquoi les États-Unis sont-ils au chevet du Qatar? Pourquoi pas par exemple le Pakistan, un autre pays au lien étroit avec des groupes islamiques? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, qui n'était pas non plus toute blanche dans certains financements à l'époque? Eh bien je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de véritable réponse. Les États-Unis ont fait le choix du Qatar, ils ont décidé de faire du Qatar un superbe avant-poste au centre du Moyen-Orient, face à l'Iran. Le Qatar abrite par exemple la base aérienne d'Al-Udaid, la plus grande base américaine de la région, et le siège du commandement central de l'armée américaine. Alors pourquoi l'attitude de Washington à l'égard des associations islamistes du Qatar est-elle souple? Eh bien parce que c'est justement le but du Qatar, d'être une ambassade des groupes islamistes. Le Télégraphe titrait même un article en 2014 sur le pays en le citant comme le Club Med des terroristes. En réalité, c'est plutôt le Club Med des cadres terroristes du monde entier, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les cadres du Hamas qui s'exclament à Doha pendant que la bande de Gaza est un champ de bataille urbaine, et cela avec l'aval des États-Unis. Alors est-ce que c'est complotiste? Pas vraiment, car cela fait même partie de la stratégie américaine d'avoir des points de contact au Qatar qui sont accessibles plutôt que d'aller les chercher dans le monde entier. Par exemple, dans le cadre des négociations avec les talibans, l'administration Obama avait demandé en 2013 à Doha d'autoriser les talibans à établir un bureau politique dans la capitale du Qatar. Et c'est à partir d'ici que 5 ans plus tard, des responsables talibans, qui étaient donc au Qatar, ont entamé des pourparlers avec l'administration Trump, qui ont abouti à l'accord de paix américano-taliban de février 2020, puis le retrait américain en 2021. En fait, le Qatar c'est un peu le VPN des États-Unis. Officiellement, les liens sont coupés, on ne négocie pas avec les terroristes, mais grâce à la connexion au Qatar, le dialogue est tout de même maintenu. Alors c'est une pratique douteuse, mais c'est aussi comme ça que les États-Unis parviennent à rester maîtres ou à minima à avoir un temps d'avance sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, et là on ne parle que du Hamas ou des talibans, c'est-à-dire des éléments en source ouverte, documentés, qu'on retrouve sur internet par exemple, mais vous vous doutez bien que d'autres groupes qui agissent dans d'autres pays sont aussi concernés.
Maintenant, on va voir le rôle que va jouer le Qatar, qui est très important pour la politique américaine vis-à-vis du conflit qui est actuellement en cours à Gaza avec Israël. Dans le contexte actuel, la trêve s'est achevée et les combats ont repris. Il est peu probable que les pourparlers aboutissent à un cessez-le-feu à moyen terme, étant donné que l'impératif qui a été déclaré par Israël, c'est celui de démanteler le Hamas. Un objectif d'ailleurs que les États-Unis soutiendront, tant qu'il n'entraîne pas un nombre plus élevé de victimes, que la pression de la communauté internationale soit jugée contrôlable, et que le risque est contrôlé dans le contexte électoral de 2024. Ça, on l'avait dit dans une vidéo sur les États-Unis au Moyen-Orient. Il suffit tout simplement de regarder les prises de parole de ces dernières semaines, par exemple la mise en garde de Lloyd Austin, le secrétaire d'État à la défense américain vis-à-vis d'Israël, qui a demandé de temporiser et de limiter les bombardements sur les victimes civiles, et dans le même temps la reconduite du soutien américain à Israël, mais aussi le veto américain au cessez-le-feu qui a été proposé à l'ONU. Jusque-là, pas de grande surprise. Cependant, il faut aussi voir la guerre à terme, et il est peu probable qu'une offensive militaire, si elle avance sur le terrain, permette d'éradiquer complètement le Hamas. On parle ici d'organisation, de société, avec des éléments en clandestinité. Et c'est ici que le Qatar pourrait jouer un rôle important en amenant les cadres du groupe à la table des négociations, et où une répartition post-conflit pour Gaza sera mise au point. Ce type d'effort de médiation est au cœur de la politique étrangère du Qatar, qui pense pouvoir gérer l'existence des différentes organisations islamistes. Elle est aussi tolérée par la réelle politique états-unienne comme moyen de contrôler, entre guillemets, les organisations terroristes et islamistes, et cette méthode douteuse est aussi critiquée, car elle représente une menace pour la sécurité et la stabilité régionale et internationale, notamment en maintenant en vie et en faisant des points de contact auprès de groupes et organisations qui ont normalement été anéantis dans leur pays cible. Regardez simplement l'actualité des 10 dernières années au Moyen-Orient. Le Qatar pense aussi que s'engager auprès des islamistes est un moyen d'obtenir des avantages géopolitiques. Cette approche positionne le Qatar comme un acteur unique au Moyen-Orient, voire dans le monde musulman au sens large. Et c'est ce caractère unique qui lui confère un statut indispensable auprès des États-Unis. Mais soyons réalistes, il est peu probable que les islamistes radicaux changent d'idéologie, de comportement. La dernière décennie a montré qu'ils s'engouffrent et s'étendent au contraire lorsque les États arabes et musulmans s'affaiblissent et qu'ils refluent quand le pouvoir central reprend le dessus, que ce soit Bachar al-Assad en Syrie, Al-Sisi en Égypte ou encore Kais Saïed en Tunisie. La stratégie du Qatar est compréhensible de son point de vue. En devenant le consulat général des mouvements islamistes, ce petit pays a obtenu un levier considérable pour influer sur la géopolitique internationale. Il a réussi habilement à faire comprendre son point de vue et à être même toléré par les États-Unis. Mais cela pourrait aussi changer et évoluer, car la politique de financement du Qatar, sa complaisance auprès des groupes islamistes, n'a pas été in fine une victoire stratégique dans la région. Moins encore pour les intérêts américains. En Syrie et en Irak, cette politique de déstabilisation a créé un espace pour l'Iran qui s'est imposé comme contrepoids et où les milices chiites et le Hezbollah, qui ont farouchement combattu les islamistes sunnites, se sont implantés et bombardent aujourd'hui les installations américaines et le nord d'Israël. En Égypte, Al-Sisi entame une politique plus équilibrée et moins naïve que son prédécesseur en se tournant vers les BRICS. L'Arabie Saoudite, elle, tolère très mal le fait qu'un petit état du Golfe, intouchable, ait saboté sa normalisation avec Israël, qui devait inclure un plan de paix en Cisjordanie pour la Palestine, et elle s'engage maintenant dans l'OPEP et réduit sa production de pétrole aux côtés de la Russie, alors qu'ils étaient traditionnellement sur deux lignes bien différentes. Les pays du Moyen-Orient, qui se remettent des troubles du printemps arabe de 2011, ont bien compris d'où provient la menace à leur nouveau régime et à la stabilité du pays, qui la finance et qui ferme les yeux, voire encourage cette pratique. Cette stratégie, qui repose sur l'exploitation des failles au sein des puissances régionales et le soutien aux mandataires islamistes radicaux, sera probablement révisée par Washington, qui fonctionne avant tout au résultat. Mais là on parle de moyen voire de long terme. Et les États-Unis y ont d'ailleurs tout intérêt en 2023 puisqu'ils ont maintenant une carte à jouer dans le rôle de contrepoids face à l'Iran. En attendant, le Qatar s'impose comme ambassadeur principal du Hamas, autant pour la question des otages que pour la préparation d'un ordre post-opération à Gaza. Il est donc indéniable que l'objectif du Qatar sera de justifier son utilité à terme, mais même pour le Qatar, maintenir en place le Club Med du terrorisme pourrait s'avérer être de plus en plus difficile.
Cette vidéo touche à sa fin, une dernière vidéo sur le conflit à Gaza, sauf grand changement majeur, est en cours actuellement de préparation, puis je vous ai préparé d'autres vidéos vers le continent indien, peut-être même européen, voire américain, pour que l'on continue de se diversifier. Alors pour ne rien manquer, abonnez-vous, clocher, n'oubliez pas les gestes simples sur YouTube, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn pour ne pas perdre le fil. Un grand merci à nos soutiens sur YouTube ou Tipeee. Je rappelle bien sûr que les numéros de la revue numérique Terabellum sont disponibles sur le site Issou. N'oubliez pas votre adresse mail avec laquelle vous faites la transaction, c'est très important pour récupérer vos numéros. Vous pouvez prendre les numéros à l'unité, par exemple celui sur le Moyen-Orient, ou alors prendre un abonnement et recevoir le dernier numéro en date, celui sur l'Indo-Pacifique et les 3 prochains. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt.